Et bienvenue dans cette deuxième et dernière partie de la Grande Table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Chili, une mémoire de pierre. On en parle avec notre deuxième grand invité de cette Grande Table spéciale Chili, le cinéaste Patricio Guzmán. Après Nostalgie de la lumière, sorti en 2010 sur le désert, puis Le bouton de nacre en 2015, Les pieds dans l'eau, il clôt sa trilogie avec La cordillère des songes, œil d'or du meilleur documentaire à Cannes cette année, où le film a été projeté en séance spéciale. En salle mercredi prochain et bientôt à voir aussi sur Arte, où il est toujours question de mémoire, de mystère, d'un bonheur perdu et d'un temps qu'il essayerait de rattraper. La cordillère des songes est une nouvelle métaphore de l'histoire du Chili, avec cette fois la montagne comme témoin. Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Tal vez ella nos miraba sin que lo supiéramos. No lo pensé antes, pero creo que la montaña es un testigo. Ha visto cosas que nos querían esconder. Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras, tuviéramos las respuestas que no tenemos. La montagne qui a vu ce qu'on a voulu nous cacher. Bonjour Patricio Guzmán. Hola, buenos días. Et à vos côtés, votre productrice et épouse Renate Sachs. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Patricio Guzmán, si on pouvait traduire ce que disent les pierres, peut-être nous donnerait-elle les réponses qui nous manquent. Voilà ce qu'on entendait dans cet extrait avec votre voix à vous. Après 50 ans de cinéma sur le Chili, quelles sont les questions que vous vous posez encore ? Et le Chili, c'est un pays un peu mystérieux. Et les gens ne parlent pas beaucoup en général. C'est pas comme le Pérou, par exemple, l'Argentine, qui sont des pays plus expressifs. La vie chilienne, c'est une vie très silencieuse. Peut-être c'est justement la présence, les murs de la cordillère, qui isolent le pays entre la mer et la montagne. Donc c'est une petite couloir de 50 km qui a 2000 km de long. C'est très rare cette situation. Et c'est pour ça peut-être que nous sommes un peuple qui ne parle pas beaucoup, nous sommes contents, mais en même temps, c'est une façon d'être latino-américain d'autre façon. Nous sommes, à mon avis, plus sobres. Quelle place elle occupe, cette cordillère, cette montagne, dans l'imaginaire des Chiliens ? C'est une frontière, c'est un bout du monde, c'est un trait de caractère ? Oui, c'est comme on vous dit, c'est la frontière, c'est les limites. Ça veut dire on ne peut pas passer à l'autre côté. Ça, c'est la fin du monde, la cordillère, qui est énormément longue. Et de l'autre côté, c'est le Pacifique, qui a presque 5000 7000 km de mer en face. Il y a l'Australie. Donc, c'est un peu isolé du point de vue physique. Et dans l'imaginaire donc des Chiliens, elle représente ce bout du monde. Mais elle représente aussi bien plus. Elle est comme une montagne qui garde, qui surveille, qui protège aussi. Oui, c'est aussi une protection. C'est comme être caché du reste du monde. C'est comme une barrière que personne peut surmonter. Donc c'est une protection en même temps qu'une prison. Non? Les deux choses en même temps. Ça dépend des jours. Oui, cachée pour le meilleur et pour le pire. Elle se fait aussi l'écho, et vous le racontez dans ce film documentaire La cordillère des songes, Patricio Guzmán, elle se fait aussi l'écho des balles, des fusils, des tirs, des chars, des cris, des disparus. Elle symbolise aussi, dites-vous, cette rupture de 73 dans l'histoire du pays, le coup d'État, l'arrivée des militaires et la fin d'une utopie. Alors on rebobine un instant le film avec vous. Pendant 3 ans, 4 ans, vous avez chroniqué la révolution démocratique née de l'élection d'Allende. Vous êtes descendu dans la rue pour filmer. C'est un monument de cinéma que vous avez construit, bâti en 3 pierres. La première année, premier film, puis La réponse d'octobre et La bataille du Chili. Le moment où tout bascule, c'était un tournage qui commençait avec l'année 73 et qui dura jusqu'au coup d'État militaire de septembre. Depuis quelques jours, la cordillère rugit à nouveau, Patricio Guzmán. Vous entendez l'écho des casseroles dans les rues de Santiago? Oui, la situation continue.
Et c'est une grande majorité de gens qui n'a pas l'argent suffisant pour arriver à la fin du mois. Donc c'est élémentaire ça. Après des années de gouvernement démocratique, nous sommes dans une médiocrité économique énorme, un manque de capacité pour administrer ce petit pays. C'est un terrible échec, les 4 ou 5 gouvernements civils après Pinochet. Donc c'est le moment on arrive à le moment qu'il faut parler et pour la première fois avec une vérité, non? Et il faut faire une négociation avec le gouvernement ou continuer avec la révolte. Les deux choses sont positives. Vous dites, l'histoire continue, ça continue. C'est-à-dire que vous tissez un fil, vous voyez une continuité entre, l'histoire passée, entre les 17 ans de dictature sous Pinochet et les gouvernements qui ont suivi, les réformes qui ont été mises en place et la situation actuelle? Oui, il y a une monotonie, hein. On n'avait pas un leader politique capable de faire les choses vraies, arriver au fond. On a eu des gouvernements un peu médiocres, un peu, comment dire, avec bonne volonté, les choses marchent. Madame Bachelet, c'est aussi la même chose. Donc, on demande, bon, mais qu'est-ce qu'il passera dans ce pays? On continue égal. C'est les mêmes salaires, les mêmes problèmes de santé, la même mauvaise éducation. Donc, les problèmes se répètent. Et comme le peuple est très organisé et aussi est bien, comment dire, le peuple chilien, c'est très... Il est tranquille. C'est un peuple qui travaille, qui s'organise avec de bonnes intentions. Et toujours est là. Ça veut dire que c'est pas un peuple difficile. Au contraire, c'est une base sociale magnifique. Mais il a été traitionné, il a été maltraité par la politique pendant des années et des années. Et je pense que ça suffit déjà. Là, c'est le moment d'expression d'une colère sociale. En France, cette colère et le mouvement des Gilets jaunes a été déclenché par la taxe carbone. Au Chili, c'est la simple hausse du ticket de métro qui aura été la goutte d'eau qui aura réveillé cette colère. Le rêve socialiste d'Allende que vous avez filmé, auquel vous avez cru, que vous avez suivi, toutes les réformes qu'il avait mises en place aussi pour le pays ont été liquidées dans les années qui ont suivi par Pinochet et son régime. Tous les secteurs du pays aujourd'hui, les secteurs dits publics ont été privatisés et ce que certains présentent comme un modèle de réussite économique d'un pays libéral, ressemble plutôt, à vos yeux, à un modèle de société inégalitaire. On a du mal à comprendre exactement où se nichent les inégalités aujourd'hui au Chili. Comment la société se construit, sur quelle base? Bon, c'est l'argent uniquement. Donc, il y a une pauvreté réelle. On marche par les rues de Santiago dans les quartiers humbles. Et oui, il y a un ordre, il y a la maison, un petit jardin, et c'est tout, très bien, bien réglé. Mais à l'intérieur, c'est la misère. Ça veut dire il n'y a pas d'argent pour acheter les choses principales dans la vie. Et l'éducation, c'est cher. C'est pas bon en même temps. Et la santé, c'est énormément cher. C'est difficile d'être malade au Chili. Et donc, dans tous les aspects de la vie, en général, il y a un manque de protection. Et tout est privatisé, donc l'État n'existe pas, il y a des entrepreneurs. Et je pense qu'avec ce type de structure, on ne va à aucune part. C'est une maladie qu'il faut combattre. Votre film s'ouvre d'ailleurs sur ces images vues du ciel de ce pays, de ce retour vers l'enfance pour vous aussi, et par ces images de ville, Santiago, et pour vous ce sentiment d'un endroit complètement perdu, méconnaissable aujourd'hui, complètement transformé. Oui, maintenant c'est une ville de gratte-ciel, mais pas de bons gratte-ciel. Sont faits avec des matériel de construction pas bon. On voit que la peinture, il s'en va une année après que le bâtiment est inauguré.
C'est une ville qui, de loin, il a un bon profil. Mais si nous sommes proches, on voit une ville pauvre qui a l'intention d'être une autre chose. C'est une ville d'apparence. C'est très mauvaise la situation quotidienne au Chili. Très mauvaise. Oui. Vous avez retrouvé la maison de votre enfance? Oui, il est là encore. Il est un peu détruit à l'intérieur. Il reste la façade, hein? Oui, oui, il est là. Maintenant, on peut savoir qu'est-ce qu'il a passé avec cette rue, cette maison. Oui, chaque fois que je passe par là, je me souviens un peu de mon enfance et d'autres époques chiliennes. Oui. Mmh. Et du coup, vous allez voir derrière la façade, dans ce film La Cordillère des Songes, vous allez creuser cette mémoire, qui est restée un peu enfermée sous les décombres, une fois encore, dans ce film, Patricio Guzmán. On parle du Chili d'aujourd'hui et on imagine que ces images que vous avez dû voir, circuler sur les réseaux sociaux ou sur les télés internationales de ces derniers jours, dans le pays, vous ont rappelé, d'autres images que vous aviez, vous, filmées, dans les années 70, celle des affrontements entre les manifestants avec la police et l'armée. Ça fait combien de temps qu'on n'a plus vu des chars comme ça dans les rues de Santiago? Et beaucoup de temps, presque 20, 30 ans. Il y avait, après Pinochet, quelques moments d'état de siège. Et aussi avec Pinochet, plusieurs moments. Mais on pense que ce sont des images du passé. C'est une exagération totale, une équivocation. C'est une mauvaise chose qu'a fait le président, qui a démontré qu'il n'a pas la capacité de rendre compte des choses qui passent. Il est dans un autre monde. Malheureusement, c'est une présidente, à mon avis, qu'il n'est pas à le même niveau que les problèmes qui est en face. La démocratie a non seulement le droit, mais elle a l'obligation de se défendre, utilisant tous les instruments qui lui sont conférés par la démocratie elle-même. Voilà, et dans la suite de ce discours, dont on entendait à l'instant un extrait de ces mots prononcés par le président à Sébastien Piñera, il disait: «Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant qui a l'organisation et la logistique propres à une organisation criminelle». Qui est cet ennemi? C'est le peuple? Et je pense que c'est une équivocation totale, c'est une erreur, c'est une mauvaise vue du pays, c'est une analyse vraiment terroriste. Il est complètement dehors de la réalité, il est un personnage un peu perdu. Parce que les autres personnages de la politique, ils disent c'est une équivocation, c'est pas possible de dire ça. C'est dommage qu'on a un président tellement médiocre dans un moment tellement important au Chili. C'est dommage. C'est un moment important. Le Chili est en train de vivre un moment important de son histoire pour vous, Patricio Guzmán? Pardon? Le Chili est en train de vivre pour vous un moment important de son histoire? Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on a une espèce de mouvement anonyme, sans leader, et qui apparu dans toute la ville, dans les stations de métro, etc. C'est un peuple qui a, pendant des années, il a été en silence. Et tout d'un coup, il réveille. C'est dangereux, intéressant, et on verra qu'est-ce qu'il passe. Cette idée d'un ennemi intérieur, ce mot de guerre, une fois encore, c'est pas la première fois que vos oreilles de Chiliens les entendent, ces mots-là, hein, Patricio Guzmán. Non, c'est le langage de l'extrême droite, tous les temps, ou la façon de parler des pinochetistes, qui ça existe encore. C'est très étrange qu'un président de la République utilise ce type de langue, de langage. C'est une équivocation majeure. Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'histoire ou le sens de ces mots, ou qu'il le connaît ou les connaissent et en use? Oui, peut-être il est manipulé par d'autres personnages, ou il est perdu, malheureusement. Et ça veut dire que ce travail de mémoire pour lequel vous œuvrez comme cinéaste, Patricio Guzmán, depuis toutes ces années, n'est toujours pas terminé et mérite encore d'être mené. On va écouter les mots de l'écrivain Jorge Baradit devant votre caméra, qui parle d'envoûtement de ceux qui ont suivi la voie de la dictature à l'époque.
Je pense que les acteurs du putsch et de la dictature sont persuadés d'avoir bien agi. Ils sont toujours sous l'effet de cet envoûtement. Je ne sais pas comment dire, de cet ensorcellement. Ils croyaient livrer une guerre contre un ennemi redoutable qui allait faire sombrer le pays dans un chaos épouvantable. Ils sont toujours dans cet envoûtement qui leur fait voir ça comme une bataille épique. Les rares qui ont réussi à sortir de cet envoûtement et à voir ce qu'ils ont réellement fait, tuer des hommes, des femmes et des enfants sans défense, ceux-là ont deux options. Soit l'angoisse, la discrétion et le retrait, soit la négation. Ce dernier choix est le plus courant, le plus pratique, celui qui donne la tranquillité de l'âme. Je crois que toutes ces personnes mourront persuadées d'avoir agi pour le bien du pays. Elles sont toujours envoûtées. L'angoisse ou le déni, dit Jorge Baradit devant votre caméra, Patricio Guzmán, ce déni, beaucoup sont encore habités par lui aujourd'hui. Oui, Jorge, il est très lucide, c'est un écrivain magnifique. Il écrit des livres d'histoire récentes chiliennes. Il a 7 livres. Il a fait 150 000 exemplaires, un record au Chili. Et oui, plus, 300 000 exemplaires chaque livre. Donc, c'est une voix livre qui critique la façon de faire l'histoire par les pouvoirs chiliens. Les livres qu'on lit dans l'école sont très mauvais. Il y a une espèce de décadence de la littérature d'école. Donc, Jorge, il dit ça et il écrit des livres qui démontrent le contraire. C'est magnifique, son œuvre. Et qui sont lus dans le pays, qui sont lus au Chili. Oui, sont 300 000 exemplaires dans un pays où chaque livre fait 1500 exemplaires. Un roman, c'est ça le tirage normal. Mais non 300 000. C'est formidable. Cette idée de l'envoûtement qu'il évoque là, comment elle résonne en vous? Oui, il parle de ça avec un langage littéraire. Hein. Oui, c'est pas un engouement, à mon avis, c'est une manipulation massive terrible qu'on supporte au Chili des années et des années. C'est la première fois que le Chili a on a un geste massif pour dire basta. Il faut continuer dans une autre direction. Il faut parler avec le gouvernement, ou il faut affronter. Il faut continuer la violence ou non. Mais c'est un bon moment pour définir les choses maintenant même. C'est aussi un bon moment pour regarder résolument vers l'avenir de ce pays, ou est-ce qu'il faut encore en repasser par le passé? Est-ce qu'il faut encore se tourner comme vous le faites, vous, depuis 50 ans avec votre caméra? Est-ce qu'il faut encore comprendre l'histoire? Oui, le problème c'est que s'il n'y a pas d'analyse de l'histoire, des choses importantes qui passent, donc on a une espèce de dette avec le propre pays, c'est une dette avec la propre tête, la mémoire même. Donc au Chili, toujours, il y avait l'ambiguïté du passé. Non? Personne parle clairement qui sont les choses positives d'Allende et les choses négatives, mais qui parle proche à les personnages. Il est occulte. Il est gommé de l'histoire. Et ça, c'est un peu absurde. De la même façon, dans le gouvernement de Pinochet, il faut faire une analyse de chaque chose qu'il a fait. Ce n'est pas fait, cette analyse. Et les gouvernements démocratiques sont aussi des gouvernements pleins de choses qui sont pas mal. Mais jusqu'où on arrivera avec cette chose de que il faut accepter les choses telles qu'elles sont, il faut continuer, il faut être positif. Ça, c'est rien. C'est pas le Chili, ça. Le Chili, c'est plus vital, mais il est caché, cette vitalité. Maintenant, peut-être, il sort un peu. Il y en a un qui, depuis
quarantaine d'années, fait ce travail aussi de documentariste, archiviste. C'est un journaliste, Pablo Salas, qui est au cœur de votre film dans La Cordillère des Songes. Vous le suivez, cet homme. Il vous emmène chez lui où il a stocké un nombre incalculable de cassettes vidéo parce qu'il filme infatigablement depuis les années 80 les exactions du régime de Pinochet, mais aussi tous les soulèvements citoyens. On l'imagine d'ailleurs dans la rue en ce moment. Oui, il tourne toutes les choses qui passent. Il est très solitaire, il est seul avec son caméra, il a une capacité énorme pour éviter les coups de la police. Et il connaît bien quelle est la technique meilleure pour faire ça. Donc, il a fait pendant 40 ans un tournage interminable de la réalité chilienne. Et c'est un héros, Pablo, c'est un personnage extraordinaire. Un héros. Oui, un héros. Ça ressemble à erreur, mais c'est pas une erreur pour vous, loin de là, d'avoir filmé tout ça, au contraire. Non, Oui. au contraire. Oui. Vous vous êtes plongé avec lui dans ses cassettes, dans ses films. Vous avez découvert des images que vous ne connaissiez pas ou que vous n'imaginiez même pas, vous, Patricio Guzmán. Je connais un peu son archive, parce que j'avais utilisé dans mon film avant quelques séquences. Mais je n'étais pas dans la boîte, dans les lieux où sont les bobines. Et quand on a fait l'interview en face de cette espèce de tonne de bobines, nous sommes très surpris par la quantité de matériaux qu'il a. Et il a tous les films possibles. Il a des Betamax, Betacam, Umatic, digital. Tous les formats vidéo, ils sont là. Et il faut trouver quelqu'un qui l'aide à conserver ce matériel. Ça, c'est le problème principal. Parce que s'il passe le temps, il s'efface, les images. Donc, il faut chercher l'aide pour lui. Il est avec les bras ouverts pour chercher les gens qui peuvent l'aider techniquement. Et on verra qu'est-ce qu'il passe avec ces problèmes. Il y a beaucoup d'images témoins qui serviront peut-être à la justice demain. Oui, il y a des choses, des preuves pour plusieurs choses différentes. Oui. Patricio Guzmán est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la sortie en salle de son nouveau long documentaire La Cordillère des Songes. Ce n'est pas ce mercredi, mais mercredi prochain et bientôt aussi diffusé sur Arte. France Culture, il est 13h18. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Traverser la cordillère, c'est remonter à un endroit très lointain dans le passé, dites-vous en ouverture de ce film, Patricio Guzmán. Tout me paraissait irréel. Qu'en reste-t-il de ce Chili perdu 50 ans après ? Une fois encore, vous avancez dans cette démarche filmique que vous avez entamée, notamment avec cette trilogie débutée en 2010 avec Nostalgie de la lumière, dans le désert d'Atacama, entre cimetière et science, un film qui marquait le début d'un voyage que vous avez entrepris de réaliser et de filmer. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón. Notre planète humide n'a qu'une seule tache brune sans le moindre degré d'humidité. Il s'agit de l'immense désert d'Atacama. Enveloppés de poussière stellaire, les scientifiques du monde entier ont construit ici les plus grands télescopes de la Terre. La science s'est éprise du ciel du Chili. C'est une géologie dans le temps et dans l'espace que vous menez, réalisez, Patricio Guzmán. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire avec ce troisième film, avec La Cordillère des Songes ? Comment vous bouclez la boucle ouverte avec Nostalgie de la lumière ? Bon, la Cordillère, c'est un mur qui est dans tout le Chili, de nord au sud, et de plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, c'est une frontière. Chaque fois qu'on voit la cordillère, on pense que c'est la fin du pays. C'est comme une ligne marquée, très claire. Et je pense qu'il faut l'explorer pour connaître un peu de qui il s'agit, quel type de montagne, qu'est-ce qu'il y a, comment c'est gros, c'est petit, qu'est-ce qu'il passe.
Et c'est énormément gros. Il y a presque 15 montagnes, une derrière l'autre, jusqu'à l'Argentine. Et c'est long. C'est des milliers de kilomètres de long. Donc c'est une frontière, c'est un mur qui protège aussi. Mais surtout, c'est un enfermement. C'est une sensation d'être enfermé au Chili. Et de l'autre côté, il y a la mer, c'est une mer énorme. C'est pas comme la mer ici. On voit dans l'horizon qu'il y a 7000 kilomètres sans rien avant d'arriver à l'Australie ou à l'Océanie. Donc c'est un pays étroit. C'est uniquement 50 kilomètres de pays. Et aussi 3000 kilomètres de long. C'est un couloir, c'est le nord et le sud. Il y a un seul chemin dans ce territoire, un seul chemin du nord au sud, et des petits chemins à la côte. Donc c'est un pays enfermé qui, quand on le voit bien, on dit mais il faut parler un peu de ce territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire un pays dans ce territoire tellement étroit? Et c'est ça la géographie chilienne. Mais elle incarne aussi, cette cordillère, ce qui est immuable. Elle a cette mémoire de pierre qu'on évoquait, mais elle est aussi ce qui n'a pas changé. Et vous le racontez dans ce documentaire. Quand j'étais enfant, la première image que j'ai eue de la cordillère était celle qui figurait sur les petites boîtes d'allumettes. C'est comme si le temps n'avait pas passé. Ce sont les mêmes boîtes qu'aujourd'hui. Oui, il y a... Ça veut dire l'image de la cordillère est dans les boîtes d'allumettes et aussi dans plusieurs autres produits. Et aussi, c'est les posters plus comment dire ça, qui est dans tous les lieux, dans les magasins, quand on voyage au Chili, oui, c'est l'image du Chili qui se répète. C'est presque une image d'Épinal, en fait, oui, de ce que vous dites. Oui, la cordillère, c'est impossible d'imaginer le pays sans cette montagne. C'est marquant. Et c'est aussi une montagne qui, par ses reliefs, ses formes que vous avez décrites, Patricio Guzmán, a inspiré beaucoup d'imaginaires, d'artistes aussi dans le pays. Vous donnez la parole à des sculpteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent de cette cordillère et de la manière dont elle a marqué leur art? Bon, cet sculpteur habite la cordillère même. La maison de lui est à l'intérieur des montagnes. Et il est sculpteur aussi. Et je pense qu'il pense que sans cette montagne, le pays n'existera pas. Il pense que cette montagne enferme l'âme ou les choses plus profondes du pays. Et donc, il a une attitude un peu religieuse en face de la montagne. C'est très intéressant son opinion et aussi sa façon un peu religieuse d'adorer cette montagne. On a reçu récemment autour de cette grande table le réalisateur italien Nanni Moretti pour son film Santiago Italia, dans lequel il revenait sur le rôle joué par l'ambassade italienne après le coup d'État de Pinochet pour protéger des dissidents politiques chiliens de la répression. Il nous disait que parmi les images qu'il avait marquées, il y avait notamment celle d'Allende, encore candidat en 1970, et à côté de lui sur l'estrade, un poète, c'était Pablo Neruda. Et il nous disait, aujourd'hui, imaginer un homme politique avec un poète à ses côtés, c'est impossible. Peut-être une star de télé, mais pas un poète, ça non. C'est la particularité de vos films aussi, Patricio Guzmán, c'est d'avoir toujours gardé le poète présent à côté de vous, dans tous vos films, quelle que soit l'histoire, aussi terrible soit-elle que vous racontez. Il y a toujours l'âme du poète et sa voix. Elle est importante, cette présence, pour comprendre ce qui se joue dans nos vies. Oui, je pense que un pays, la définition d'un pays, c'est pas uniquement parler de les gens ou de les montagnes. Il y a une atmosphère, il y a une chose qui est derrière. Il y a une histoire secrète de chaque pays. Il y a un autre pays derrière les pays. Et ça, c'est un bon territoire pour un cinéaste pour explorer.
L'essence d'un pays, c'est pas uniquement les apparences ou la surface concrète. Il y a une autre chose derrière, une âme de ce pays solitaire et loin. Et j'aime beaucoup parler de ça avec des petits détails. J'ai fait dans mon tournage beaucoup de plans qui sont la description de la terre même, de le sol, d'un mur, des petits détails qui sont adhérés à la surface de ce pays. Et toujours, je sens la solitude de ce pays. Nous sommes un pays au fin du monde. Et ça, c'est... On parle, on regarde le monde avec cette vision d'être loin de le reste de la Terre. Il vous semble loin, le Chili, aujourd'hui? Oui. Votre Chili? Oui. Oui, toujours c'est loin. C'est un pays... les choses plus graphiques de cette idée, c'est le sud du Chili. Quand les territoires latino-américains, les Sud-Amérique, ils se rompent, ils s'écrasent en millions d'îles, avec des bras de mer qui entrent. Et ça, c'est le Chili. C'est un pays entre la mer et la terre, et occulte, et perdu dans cette terre difficile. Mais il vous semble loin dans l'espace et dans le temps aussi. C'est cette subjectivité, cette nostalgie que vous éprouvez encore aujourd'hui, Patricio Guzmán, que vous mettez au service du réel. Oui, il y a... Bon, chacun a une vision d'une chose. Ma vision du Chili, c'est un peu fantastique en même temps, mais c'est vrai, c'est ça le Chili. C'est un pays... Ça veut dire, c'est très, très irréel que dans le nord du Chili, il y a presque 150 observatoires astronomiques. Dans ce territoire qui est complètement vide, il n'y a rien. Il est complètement sec, la terre. Et il n'y a pas de montagne, c'est comme une table. Et dans cette table, il y a des centaines d'astronomes, de télescopes. Et c'est rare ça, que dans ce pays, il y a une passion... ou un territoire idéal pour voir l'espace. C'est très étrange. Ça, c'est ce que vous montriez dans Nostalgie de la lumière, avec aussi ces télescopes implantés dans le désert d'Atacama aujourd'hui. La manière aussi dont il y a toujours 2, 3 temporalités qui vivent et occupent un espace, un lieu à la fois comme le désert, mais aussi la cordillère. Parce que vous montrez aujourd'hui comment le capitalisme prédateur, ça ce sont les mots de Pablo Salas aujourd'hui au Chili, s'attaque à cette montagne. Oui. Oui, la montagne, dans la montagne, il y a la richesse plus importante du Chili. Il y a beaucoup de mines, surtout de cuivre, d'autres métals aussi. Et donc, c'est une montagne envahie par les transnationales qui achètent presque toute la cordillère du Nord et installe des machines pour l'extraction des minéraux. Ça c'est un scandale. C'est un scandale, on ne savait pas comment il finalisera. Mais ça, c'est une chose qui est une blessure sur le Chili terrible. Merci à vous, Patricio Guzmán. Dans ce film aussi, La Cordillère des Songes, vous montrez ces trains qui traversent les villages sans nom, habités par des gens invisibles. Car au Chili, dites-vous, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table. Je rappelle que votre nouveau film documentaire, La Cordillère des Songes, sortira en salle, pas ce mercredi, le mercredi suivant. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées, à Oriane Delacroix et Sophie-Catherine Gallet pour La Grande Table Culture, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Pierrick Monsigny. À la vidéo, Florian Bujon. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Merci.